Bonjour et merci de votre fidélité à Objectif 2023. J'ai le réel plaisir de recevoir pour vous sur ces plateaux les députés nationaux Dédé Moumpassa, élu du Déofa dans le Koulou et membre de regroupement politique Alliance des démocrates pour le renouveau et les progrès ADRP, à qui je dis bonjour et bienvenue. Merci, bonjour madame. Alors, la proposition de loi électorale a été examinée puis déclarée recevable à l'Assemblée nationale. Quel est votre point de vue sur l'examen général de la dite proposition de loi? Oui, depuis que je suis au Parlement, je pense que c'est parmi des lois où tout le principe d'examen d'une loi a été appliqué, où chacun de nous a eu vraiment son temps pour poser réellement son problème. Et que dans les états-majors, selon les ambitions de regroupement ou de partis politiques, on a examiné. On a fait des séances en dehors du Parlement. On en a discuté dans nos états-majors avec nos membres et cadres. Même pour d'autres questions, on est allé voir d'autres experts pour faire la lecture. On a comparé aussi avec la loi française, on a comparé avec la loi sénégalaise, pour quelques démocraties qui réussissent jusque-là, ghanéennes et tout. Et on a fait des rapprochements pour venir discuter et débattre jusqu'à ce niveau-là. Donc, au niveau du débat, je pense que ça a été très, très bien fait. Alors, après la recevabilité... Et d'ailleurs, vous avez vu la participation de plus de 80 questions qu'on a eues. Voilà. Alors, après la recevabilité de cette proposition de loi, elle a été renvoyée en commission pour examen approfondi. Était-il pertinent de l'envoyer en commission? Bon, c'est ça la procédure. Après le débat, ça va en commission pour réexaminer article par article. Mais ici, n'oubliez pas que ce n'est pas encore envoyé en commission. À cause de réclamations de nos collègues de l'opposition qui estiment qu'il y a un consensus sur un certain nombre d'éléments, un certain nombre d'articles. N'oubliez pas que ce n'est pas la loi refondue, non. C'est une modification de la loi électorale qui a toujours existé sur 18 ou 15 points. Alors, sur ces 15 points, s'il y a d'autres éléments que l'opposition estime que ça doit porter sur un consensus, alors on a laissé ce temps pour qu'ils amènent les éléments afin de préparer le bureau à orienter vers une plénière de consensus sur le débat sur les thématiques ou des orientations qui sollicitent que ça passe par un consensus. Donc on peut dire qu'à ce stade, les choses n'étaient pas si claires en plénière? Non, en plénière, c'est par rapport aux députés ou aux structures qui ont des députés. Mais il y a une voix qui a sonné pour dire « nous ne sommes pas, nous ne saisons pas avec vous, mais nous voulons voir les choses autrement ». Et en plus aussi, nous avons travaillé sur le principe de la majorité. Mais il y a l'opposition qui est une minorité qui n'a pas participé sur un certain nombre de questions de notre débat. Donc c'est une ouverture de voir que l'opposition amène aussi sa contribution. Et c'est ce qu'on attend. Alors, quels sont les points positifs de cette proposition de loi? Positif, à mon niveau, je ne saurais rien dire. La loi est en examen. C'est plutôt quelles sont les questions qui sont en examen. Les questions qui sont en examen, c'est sur la proposition des 13 parlementaires. Et je pense que c'est des questions de seuil. On est en train de discuter sur le seuil. Parce que la première loi voulait voir la RDC réduire le nombre de partis politiques dans la participation du concours électoral. Tout simplement parce que s'il faut imprimer du papier, s'il faut imprimer le nombre de députés, ça coûte énormément cher. S'il faut prendre liste, par le nombre de partis politiques, on est à... La dernière liste que j'ai jeté un coup d'œil, c'est 700 partis. Donc, s'il faut faire des listes et faire des choix, vous devez choisir sur un tableau des 700 listes où chaque liste a un nombre de candidats, même le problème des choix va se poser. Alors, on voulait bien pousser vers la réduction et c'est comme ça dans la loi passée ou la loi principale, on avait proposé des regroupements. Donc, on est passé à 700 partis à une quinzaine ou vingtaine de regroupements politiques. Donc, et c'est ce qui a facilité un peu les choses et ça réduit les dépenses avec la machine à voter et tout ce qu'on a mis en place. Alors, ça fait débat au jour d'aujourd'hui. Beaucoup d'observateurs ont estimé qu'on n'a pas laissé suffisamment de temps et de liberté des candidats de chaque parti de s'exprimer ou de se présenter aux enjeux électoraux. Ça fait débat, ça fait la discussion. Il y a encore
problème de suppléance, je voulais dire. Alors, quand il y a un problème de suppléance, on veut déterminer ou exclure la suppléance familiale. Pour dire, vous ne pouvez pas mettre votre femme, votre enfant, et ainsi de suite. Et on est en train de discuter. Que ce soit une femme, que ce soit son enfant, il reste d'abord citoyen congolais, qu'il est majeur. Mais s'il milite dans ton parti, pourquoi il ne serait pas? Et les autres estiment que non, mais à ce moment-là, il y a des scandales. La moralité dans la politique n'y est pas parce qu'on a vu des gens, candidats suppliant sa femme, il part, il laisse sa femme, suppliant son enfant, il part et son enfant. Et ça fait débat, en fait. Ça, c'est des questions qui sont en discussion. Bon, moi, personnellement, des questions qui ont tiré mon attention, on n'a pas touché à cela, parce que ça touche à la Constitution même. C'était quoi, par exemple? Pour moi, d'abord, le mot, le passage d'un tour à 2 tours. Fallait vraiment, ces pays, nous voulons bien, il faut qu'on passe à 2 tours. J'ai des choses sur la qualité de former un parti politique d'abord. Qui est appelé à faire un parti politique? Il y a déjà une loi sur le parti politique, mais on pouvait déjà mettre ça dans la Constitution pour organiser, moraliser la vie politique. Et il y a aussi un certain nombre de choses sur le monde. Il faut faire l'élection. Aujourd'hui, on est dans la numérisation des choses. Comment se fait-il l'examen d'État? Chacun peut lire son résultat dans les téléphones. Et pourquoi on n'arriverait pas à suivre ces modèles d'examen d'État? Parce que toute la République, ils sont même plus nombreux de fois qui participent à l'examen d'État que les députés par moment. Mais comment, et à la minute, on peut sortir, vous vérifiez dans votre téléphone, vous avez ça. Alors, il remonte des questions qui touchent à la Constitution, que je voulais voir qu'on puisse réviser un certain nombre de choses et définir la Constitution comme il faut. Si on est prendre une option, si on est fédéral, qu'on se dit on est fédéral. Et quand on est fédéral, il y a un système de gouvernance, du fédéralisme qui doit être clairement évoqué. Si vous êtes unitariste, il y a une façon de faire des choses. Il faut que les choses soient claires, parce que tout ce temps dans notre Constitution, nous évoluons avec deux têtes. Au même moment, forte décentralisation, mais ça n'a rien à voir avec le fédéralisme. Et le principe ressort le principe du fédéralisme. Ça, c'était pour résoudre les problèmes, mettre la paix, mettre l'équité à Sun City après la guerre. Mais au jour d'aujourd'hui, avec les engagements que nous prenons dans la région, avec l'engagement de l'évolution du monde, des États, je pense qu'il y a moyen de refaire un peu notre constitution. Mais qu'est-ce qui a manqué pour que ces questions précitées ne soient pas reprises lors de l'examen de la dite proposition de loi? D'abord, moi-même, je n'ai pas proposé ces idées. Tout simplement, nous sommes en état de siège. La loi ne permet pas, en état de siège, de toucher la Constitution. Donc, et je n'ai pas réuni toutes les conditions aussi pour qu'on pousse à réviser la Constitution. Il y a des conditions pour toucher. Mais vous regrettez quand même que cette proposition... Je fais avec. C'est aussi la loi de la majorité. Donc, quand tu es déjà un démocrate, il faut savoir que tes idées peuvent ne pas passer, mais il faut accéder dans la majorité. Mais quels sont les points dans cette proposition de loi qui, selon vous, mériteraient un large consensus? Consensus, tous ces points, les discussions que nous faisons là, je ne sais pas, au-delà de ça, quand vous dites consensus, il faut savoir d'abord qu'est-ce qu'on entend par consensus. Consensus, c'est quoi? J'ai vu les femmes demander, quand il dit proportionnellement, nous voulons que la loi puisse tenir compte des femmes et que sur la liste, chaque liste doit avoir 50% de femmes, par exemple. Ça, c'est des matières qu'on peut s'arranger avec le groupe de femmes et trouver des solutions. On en a discuté et je pense qu'il y a eu des solutions. Les jeunes sont en train de réclamer aussi parce qu'ils disent qu'on doit renouveler la classe politique. Ils trouvent que tout est bloqué par le moyen qu'on demande, l'expérience avérée dans la vie politique. Et tout ça, ils estiment qu'ils sont exclus. Et pour ça, ils demandent un consensus. Donc, tu vois un peu dans ce cadre-là. Mais le reste des cahiers politiques, c'est sécuriser l'élection dans le sens que les gagnants gagnent, que les perdants puissent perdre. Parce qu'ils estiment que la façon de faire d'une manière ou d'une autre frise à la majorité des intentions de la fraude, qui, à mon avis, n'est pas le cas.
Alors, vous l'avez constaté, le Front commun pour le Congo a boycotté toutes les plénières consacrées à l'examen de la proposition de loi électorale. Y a-t-il encore à ce stade un moyen de fédérer toutes les parties prenantes à ces processus? Mais oui, mais c'est comme ça que ça fait 4-5 jours qu'on n'a plus de plénière. On avait une vitesse de croisière. On travaillait jusqu'à 20h, 21h. Mais maintenant, là, on a bloqué parce que la porte est grandement ouverte. Maintenant, qu'ils discutent avec le bureau, qu'ils déposent tout ce qu'il y a comme réclamation, ils négocient politiquement. Et après, on va revenir et travailler. Je pense que le temps est donné pour ce genre de choses, pour l'instant. Qu'en est-il des discussions annoncées par le président de l'Assemblée nationale, majorité opposition pour un large consensus? Non, mais il n'y en a pas. Dans le sens du président de l'Assemblée, il n'agirait pas de cette façon-là. Sinon, il va aller à l'encontre de la loi. Moi, je pense que tout se traite à la plénière. Et à la plénière, ce qui a été dit, c'est voir avec toutes les forces vives de la République. C'est les intellectuels, les universitaires, vous, journalistes. Si vous avez des pensées, vous avez des idées qui réforment notre loi électorale, c'est le moment. Est-ce qu'il se manifeste déjà? Je n'ai pas écho parce que je ne sais pas comment le courrier arrive, qui est passé, qu'est-ce qui se passe. Non, je ne suis même pas dans la commission et je suis jusque-là pas approché par rapport à cela. Alors, je ne sais rien vous dire. L'autre question qui nourrit les débats est celle du verrouillage des fonctions dites de souveraineté. Quelle est votre opinion quant à ça? Bon, moi, de tout le temps, je trouve que c'est un faux problème. De tout le temps, je trouve que c'est un faux problème. Il faut se montrer patriote civique et avec une moralité de fond et démontrer que vous pouvez faire un certain nombre de choses pour vos concitoyens, je pense. Parce qu'aujourd'hui, écoute, tout ce que les Belges ont fait dans ces pays, jusqu'à 60, on n'a même pas encore réalisé 50%. La ville de Gombe ici a été construite par des Belges. Après, les Belges, ils sont partis 60 ans aujourd'hui. Qu'est-ce que nous, on a fait? Il y a des routes de 60 ans jusqu'à aujourd'hui qui existent. Ils l'ont fait comme s'ils étaient chez eux. Mais par contre, ils sont venus à mettre le fer. Et ils savaient qu'un jour, ils vont partir. Mais nous-mêmes qui savons que c'est ici, c'est chez nous, nous n'arrivons pas encore. Donc, je pense que c'est un faux débat. Le monde est en train d'évoluer. Mais ce que nous ne voulons pas aussi, c'est fragiliser notre pays. Que les infiltrer. Parce que nous sommes tellement infiltrés sur le plan économique, sur le plan politique et sur le plan sécuritaire. Et ça, c'est des éléments très difficiles à dénicher, que les services qui fonctionnent nous donnent des éléments pour permettre à bloquer ces réseaux et à nettoyer, pour permettre à ce que même un Congolais dénaturé ou un Congolais qui accepterait, il y a des gens qui ont accepté de vivre ici, ils ne sont même pas à Kinshasa dans la lumière. En brousse, vous allez découvrir un monsieur qui n'est pas Congolais, mais il travaille là en brousse, il donne de la vie à la communauté. Donc moi, je pense que les citoyens du monde doivent travailler partout où ils veulent, peuvent faire montre de leur capacité de gouverner et de servir et de rendre compte ils peuvent positivement. Aussi, c'est ça. Mais oui, pour moi, je trouve, je dis, de ma part, oui, à tous les niveaux. Non. À tous les niveaux, je ne trouve aucun danger. Mais sauf qu'on va filtrer des types d'individus. Parce que maintenant, même les Congolais traîtres, ils sont là. De père et de mère, parce que c'est ça le mot qui devient compliqué. Il y en a des Congolais, des pères et de mères traîtres qui trahissent ces pays au grand jour. Mais il y a aussi des non-Congolais, ni des pères ni des mères, qui travaillent encore dans ces pays, qui donnent la vie à beaucoup de multitudes, je voulais dire, citoyens congolais. Mais en face de cela, je vous ai révélé qu'on est infiltré. Donc les services doivent travailler pour chaque candidature pour savoir est-ce qu'il vient comme un vrai Congolais ou il vient comme un infiltré. Donc ça, c'est mon point de vue. On peut dénicher facilement? Oui, on peut dénicher. Parce que chacun a un passé. Et les services savent qui travaille pour qui. Les services savent, que ce soit au niveau local ou régional ou international, on le sait. Alors, pendant ces temps, le Bloc patriotique a repris avec ses manifestations publiques pour exiger des réformes électorales consensuelles et un dialogue au préalable pour baliser ces processus électoraux. Qu'en pensez-vous? Je les encourage, mais qu'ils soient dans les textes. Tout ce que je demande, qu'ils soient dans les textes. Si les textes leur demandent de faire ce qu'ils font, je les encourage, je les appuie. Ils ont mon soutien. Et vous pensez qu'ils mais sont, s'ils sont en dehors du texte,
il doit vite revenir sur les textes et savoir comment conduire le pays. Parce que nous avions signé un engagement, nous avons pris un engagement de rester dans notre constitution et de faire de ce pays un pays d'état de droit, un pays de droit, de faire de cet état une république. Et la république, c'est les lois. S'il n'y a pas de loi, même ce qu'eux ils cherchent aujourd'hui, ça va aller en vain. Personne ne va respecter ce qu'ils vont devenir demain. Mais si nous respectons la loi aujourd'hui, ça va nous mettre sur le même pied d'égalité. C'est vrai qu'ils ont des réclamations, mais qu'ils choisissent la bonne voie pour mettre ça sur la table et que ça permet au pays d'aller de l'avant. C'est quoi la bonne voie selon vous? La bonne voie? Oui. Mais oui, nous avons des institutions qui fonctionnent au pays. Nous avons des institutions qui fonctionnent au pays. Qu'est-ce qu'ils devraient faire concrètement pour respecter cette bonne voie, par exemple? Bon, moi, je ne vais pas me mettre à leur place. Je n'ai pas de conseils à leur donner. Je constate leurs décisions et j'apprécie selon votre question. Et j'invite que les choses que je soutiens d'ailleurs se fassent dans la légalité. C'est ça qui est important, madame. Je n'ai pas de commentaires à faire à leur initiative, mais si ça peut nous permettre à booster le pays, d'aller de l'avant dans les normes, ça fera qu'ils seront républicains et toute initiative républicaine, il faut applaudir. Alors, mais en cas de manque de consensus persistant, un dialogue tel que souhaité par la MOUCA ou le FCC serait-il envisageable? Bon, je ne sais pas. Il ne faut pas faire d'amalgame. Si Kabila avait convoqué le dialogue à son temps, c'est parce que la CENI, à l'époque, avait signalé, en concertation avec le gouvernement, qu'il n'allait pas être en mesure d'organiser des élections. Parce que toutes les promesses du monde, pour atteindre les 1 milliard, rien n'était venu. Et il fallait tout faire pour booster, chercher l'argent au niveau local. Alors c'est comme ça que le pouvoir ayant atteint sa limite, la limite de je sais pas moi, du mandat, à date, il fallait maintenant gérer autrement. On ne pouvait pas rester seul à gérer. Et c'est comme ça qu'on a appelé au dialogue. Mais nous avons 1 année et demie devant nous, constitutionnellement. Mais qu'est-ce que vous voulez? Que quelqu'un puisse prendre son pouvoir, le partager, qu'on va au dialogue, qui va répondre en 2023. Moi, je pense qu'on doit y arriver. S'il y a des difficultés que la CENI a trouvées sur le terrain, ou le gouvernement dans la mobilisation des recettes, qu'ils les disent 1 année, 6 mois, 8 mois avant. Et ça va permettre à ce que le président de la République ou le Parlement puisse, au travers d'un congrès, ou je ne sais pas moi, qu'est-ce qui peut être en place, appeler toutes les forces pour dire, voilà, on a les capacités d'organiser des élections. Maintenant, là, que la partie qui nous reste doit être gérée consensuellement. Et le dialogue est important pour trouver comment on va organiser un gouvernement, comment le Parlement va agir, et on va décider. Moi, je pense que c'est ça la logique. Comment est structuré le FCC Mosaïque? Pardon? Comment est structuré le FCC Mosaïque? Je ne sais pas comment je le saurais, madame. Le FCC au sein de l'Union Sacrée. Ah, FCC Mosaïque, comment est structuré? Je ne sais pas. Comment, même FCC, même l'Union Sacrée elle-même, je ne sais pas comment c'est structuré. N'avez-vous pas une organisation interne? Moi, je ne sais pas comment c'est organisé, mais je sais qu'on est mobilisés tous derrière un gouvernement, institutionnellement, un gouvernement de warriors, et qui est sous la conduite des directives de la vision du chef de l'État, avec un Parlement qui emboîte le pas républicain. Et sur ça que nous travaillons. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir une structure? Oui, très bientôt peut-être par rapport à l'engagement qu'on a pour continuer les mandats en 2023. Donc, si on doit continuer les mandats en 2023 avec les efforts qui sont en train d'être fournis pour l'instant en termes, moi j'ai dit quelque chose à gagner aujourd'hui, que la République a gagné, ou qu'on a mis tout le monde d'accord, c'est les finances publiques. Donc, on est passé de 4 milliards, 5 milliards, on est à 10 milliards. Et c'est très bientôt l'année prochaine, je pense qu'on va doubler encore, on peut arriver à 18 milliards. Maintenant, il reste la mise en place des politiques publiques. Il reste de mettre en place des mécanismes pour faire de sorte que l'économie soit boostée, pour faire de sorte que le social s'approche aux bénéficiaires du social. Donc, l'assiette des Congolais, du ménage de tout un chacun, puisse être améliorée au travers des salaires, au travers des emplois, au travers le climat des affaires et toutes ces choses-là. Donc, je pense que nous sommes sur une très bonne direction.
Et si l'occasion nous est donnée de continuer en 2023, je pense qu'on fera mieux Vous y que croyez ce qu'on a fait il y a 2 ans ou 3 ans passés. Ah mais oui, parce que nous n'avons pas une population sourd-muette. La population regarde aussi. Ce n'est pas une population aveugle. C'est vrai, ils regardent, mais il faut expliquer politiquement. Parce que l'assiette n'est pas encore nourrie, c'est qu'il y a des démarches qui se font en dehors du peuple. Quand je parle des finances publiques ici, vous connaissez, mais ceux qui nous suivent peut-être connaissent aussi, une majorité. Mais les autres, la maman, ma tante, là, au village, ne comprend pas ce que c'est. C'est l'ensemble des mobilisations de recettes et les dépenses de l'État qu'on doit effectuer. Il y a les 145 territoires. Aujourd'hui, on est en train de parler de ces projets parce qu'il y a les moyens. On peut mettre 1 milliard, 2 milliards, parce qu'il y en a. On peut se dire aujourd'hui, on va améliorer la situation de notre armée. Hein, en regardant que dans les recettes du Congo, on les fait sans demander l'avis de qui que ce soit. Donc, maintenant, avec les finances publiques en place, nous pouvons faire un certain nombre de choses. Mais ça sera un début. Et à moyen terme, c'est vrai, il y a des choses qui vont se faire rapidement ici. Mais à long terme, je pense qu'il y a des grands projets qui sont annoncés et qui seront réalisés, tels que les 145 territoires. Comment le FCC Mosaïque se présentera aux élections de 2023? Je ne sais rien vous dire à cet instant, madame. Je constate aussi comme vous, comme tout le monde, qu'il n'y a aucun état-major qui est organisé par rapport aux élections. Et ce n'est pas encore le moment. Il y a tout un mandat devant nous. Travaillons pour ce mandat. Est-ce que vous pensez que ce FCC va se présenter en tant que tel ou vous envisagez, par exemple, mettre fin à cette famille politique? J'ai dit que moi, je conseillais qu'on puisse prendre déjà l'engagement d'orienter l'Union sacrée vers 2023. C'est dans les engagements électoraux. Et à ce moment-là, les associations, il y a une façon de faire des choses. Mais pour l'instant, je pense que la vision du chef est bien dessinée. La charge qu'il a donnée au gouvernement est bien établie. La responsabilité de l'Assemblée ou du Parlement est bien fixée. Nous travaillons encore pendant une année qui nous reste et on va voir comment apprécier l'enjeu électoral et comment on va y aller. Mais mon souhait à moi, c'est dès maintenant, comme vous le dites, voir l'FCC Mosaïque ou ADRP ou pourquoi pas tous ceux qui sont autour du président de la République de s'organiser pour lui donner un deuxième mandat. Pourquoi pas? Élection de gouverneur et vice-gouverneur, ça s'est déroulé dernièrement. Êtes-vous satisfait du score réalisé par le FCC Mosaïque? Oui, le score est là, mais le problème, ce n'est pas le score qu'on réalise. On a été déçus plusieurs fois dans ce pays. Les gens qu'on met à la tête de nos provinces, des fois, ils ne donnent pas ce qu'il faut. Parce qu'on regarde les individus. Et les individus en question ne reflètent pas ou ne donnent pas les attentes de la population. Moi, je les souhaite bonne chance parce que c'est déjà une réussite en démocratie. Mais, et aussi, il n'y a pas eu de candidats comme par le passé, déterminés. C'est le chef de l'État qui vous dicte, c'est tel qui a dicté. Je pense qu'ils ont voté librement et qu'ils vont faire un bon travail. Attendons voir à l'œuvre. Quelles leçons vous tirez de ces scrutins? Oui, hein, c'est pour dire qu'il faut se préparer. 2023 s'annonce. Hein. S'annonce terriblement. Là où on se faisait de l'argent, je pense cette fois-là, les gens sont sortis mais vides. Hein. Donc, les sérieux s'implante petit à petit. On n'a pas eu des échos de fraude à gauche, à droite, où on a incarcéré des députés provinciaux pour les imposer tel candidat. Moi, je n'ai pas entendu. Peut-être vous, mais je n'ai pas encore écho à cela. Je pense que ça montre déjà comment les choses vont se présenter en 2023. Donc, il faut prendre les choses au sérieux. Alors, qu'attendez-vous de ces gouverneurs et vice-gouverneurs élus il y a peu? Oui, c'est ce que je dis. Je veux bien le voir ressortir la vision du chef, être en musique, en symbiose avec les chefs. Et principalement l'Union sacrée, parce que l'Union sacrée travaille pour le peuple et travailler abondamment pour le peuple, parce qu'ils sont dans la soif de voir les réalisations de l'Union sacrée, qui, à mon avis, n'a démarré que cette année. Parce que le premier budget Union sacrée, c'est le budget de cette année. Donc, c'est maintenant qu'ils doivent démontrer de quoi ils sont capables pour aider le président de la République, pour aider les citoyens congolais. Alors, pensez-vous que nous sommes sur une bonne voie pour avoir des élections dans les délais constitutionnels?
Ah, j'ai été malmené pour avoir répondu à une question comme ça dans un plateau. Où, mais bon, maintenant il y a l'institution CENI qui est là. On va attendre qu'ils apprécient. Mais des bonnes élections, madame, il y a encore du travail. Quelles sont les contraintes? Les contraintes, c'est qu'il faut aller là où nous, on a été élus dans des villages. 100 km, aller faire 50 km, et c'est difficile de déployer des matériels. Vous passez par où? Il n'y a pas de route, madame. Il n'y a pas de route. Les distances de 2 heures du temps, on fait une semaine. Mais vous voyez un peu une cargaison qui va amener du matériel. Comment ça va se passer? Il faut qu'on commence très tôt. Les hélicoptères pour sauter ces bourbiers-là. Je ne sais pas comment ça va se passer. Et là, je parle de Diofa ici, qui a 500 km. Mais si on va aller à Lomela, ou c'est pas moi, au fond, en plein forêt équatoriale, et tout ça, il y a des problèmes. Les élections pour les élections, oui, on va les faire. On sait les faire en 2023, comme on l'a fait en 2018. Pourquoi pas? La question du financement, je pense qu'on va les faire. Parle. Financement avec le fonds qu'on a, et je pense que c'est faisable. C'est faisable. Et concrètement, vous attendez quoi de la Commission électorale nationale indépendante pour avoir des élections transparentes, crédibles et apaisées? Qui regarde les soucis de ces pays, parce que de tout le temps, ce n'est pas des Belges qui sont à cet endroit-là. Qu'on dise telle tribu, telle est ceci, telle est de cela, mais eux-mêmes là-bas comme responsables, ils ne se rendent pas compte que ceux qui souffrent, ce sont ses neveux, ce sont leurs cousins, leurs parents. Dans des choses, comment ils vont faire l'organisation des élections. C'est un individu qu'on pourra protéger, ou un groupe d'individus, ou un clan. Mais ça ne suffit pas pour tous ces pays. Le pays est vaste et l'humanité est en train d'attendre beaucoup de ces pays. Et quelqu'un m'a dit par une révélation prophétique que même Dieu attend beaucoup de choses de la RDC. Donc, à chaque niveau, nous devons prendre cette responsabilité. Alors, s'il faut présenter un bilan en 2023, le président de la République présentera quel bilan au peuple congolais pour qu'il soit, par exemple, réélu? Non, mais en tant que chef de l'État, je pense qu'il a beaucoup de choses à présenter sur ce qu'il a fait comme travail. Mais en tout cas, je parle sincèrement. Mais sauf que quand tu es dans le fond d'un trou, peu importe ce que tu vas faire là-bas, tous ceux qui sont à la hauteur ne pourront jamais voir et on ne peut pas te croire. Alors il faut amener des caméras, c'est ça votre rôle, d'aller puiser là-dedans. Que vous voyez ici, ça sortait de l'eau, on a bloqué, on a mis du béton. Attendez, on va mettre maintenant des poteaux pour voir maintenant les antennes sortir. Donc, c'est toujours comme ça. Et il faut que les gens travaillent. Et ce travail, c'est dans la durée et c'est durable. On est en train de planter un béton pour une bonne construction dans plusieurs domaines. Et c'est vrai que dans ces bétons, je dois être reconnaissant. Une grande partie a été faite par Mobutu, mais on a minimisé, on n'a pas respecté le temps réel pour construire. Kabila, le père, ou le fils qui a travaillé sur l'ossature des institutions. Aujourd'hui, nous évoluons, on n'a pas beaucoup de soucis dans les institutions. Hein? Alors maintenant, il faut travailler les mentales, les infrastructures et tout le reste, les finances publiques. Et c'est dans ça qu'on est, et il faut l'évaluer par rapport à cela. Mais quand vous voulez l'évaluer sur la situation de la population, ça serait une fausse évaluation. Et vous pouvez ne pas lui faire confiance. Mais moi, j'ai dit, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Je parle comme politique dans ces pays. Et devant nous, il y a quand même la lumière. Et à ce stade, personnellement, vous jugez son bilan positif, moyen moi, ou négatif? Je ne suis pas un monsieur de bilan négatif ou positif, surtout dans les cadres de ces pays. Dans les cas de ces pays, on vous dit le Congo a besoin d'avoir dans chaque aéroport international de Goma, Lubumbashi et Kinshasa, chaque 20 minutes un avion. Chaque 20 minutes un avion. Mais nous n'avons que 4 avions. Au lieu de faire chaque 20, nous faisons chaque jour ou chaque 2 jours. Alors quelqu'un qui vous donne chaque 2 jours, par rapport à 20 minutes, par rapport à un bilan, l'objectif n'a rien atteint, c'est qu'il n'a rien foutu. Mais quand vous n'avez rien, déjà 4 avions, c'est beaucoup. Il faut applaudir. Vous comprenez? Donc l'évaluation dépend selon les objectifs et les efforts fournis dans un temps record pour voir l'avenir. C'est de ça qu'il s'agit pour apprécier un président de la République.
Parce que si vous le faites pour dire, bon, hier on n'a pas mangé, on ne mange pas 3 fois, le pain a changé les trucs, mais il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu, dont l'appréciation n'est pas donnée d'un clin d'œil comme ça, non. Il faut qu'on vous présente. J'ai vu le gouvernement, beaucoup de gens ont critiqué le gouvernement, une année du gouvernement, mais quand chaque ministre a parlé, vous avez vu, le ministre de la Défense a expliqué ce que c'est. Nous commençons à faire des tenues. Nous-mêmes, ici, dans l'atelier, on a renouvelé l'atelier que Mobutu a laissé. Ici, dans les camps logistiques. Mais dommage, l'Itex Africa n'est plus là. Sinon, on allait prendre les tissus à l'usine qui faisait des kakis à Kalemi pour le faire ici à moindre coût. Maintenant, il y a du travail. Ils ont, comment on appelle, Afridex en train de faire quelques armes là-bas. Donc, d'ici là, comme ça j'ai dit, dans le temps, on a de mettre en place des structures, laisser les gens travailler, mais surveillons. C'est très important, chacun dans son domaine. Donc, je pense qu'il y a un certain nombre de choses qui s'est fait, mais peut-être c'est lentement par rapport aux besoins attendus. Nous avons besoin de voir tout venir, tout ça, rapidement, mais bon. Le choix est difficile. L'appréciation, c'est très difficile de tout un chacun. Votre mot de la fin? Alors, mot de la fin, ça n'existera pas de la fin, mais bon, pour clôturer cette émission, Justement, bien sûr, c'est vous remercier et attirer l'attention seulement de ceux qui nous suivra, de ne pas couper un petit morceau pour en faire de buzz de temps en temps. Moi, je pense que, surtout vous, de la presse, vous avez un grand travail pour communiquer entre les politiques et le public, pour que nous ayons une instruction politique ensemble, savoir un peu qu'est-ce qui va dans notre pays, qu'est-ce qui ne va pas. Donc, je donne encore l'espoir à ces pays. Croyons en ces pays. On a tenté plusieurs fois de nous déstabiliser. Nous sortons toujours grands. Et tout ça, c'est parce que les Congolais s'aiment. Et continuons toujours à nous aimer. Et oublions tout ce qui se passe. Vous avez vu ce qui s'est passé au Katanga, dans le Kasaï. Évitons cela. Soyons unis. Travaillons pour notre pays. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, madame. Ce numéro d'Objectif 2023 est terminé. Merci à vous d'avoir suivi. On se retrouve prochainement avec un nouvel invité. Au revoir.